Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode au format Super Friends. C'est notre format rencontre et discussion. On place ce podcast directement dans notre catégorie label 619 sur le podcast First Print. On est dans les chroniques du label 619 un petit peu, même les chroniques du Low Reader, puisqu'on va revenir sur cette anthologie d'horreur qui est publié au label aux éditions Rue de Sèvres. Le quatrième numéro est sorti en avril 2024 et bien entendu on a envie d'en causer avec une partie de l'équipe créative du coup, mais juste un membre mais qui est quand même présent sur l'ensemble du numéro, on peut le dire ainsi. Ce monsieur, vous le connaissez, c'est un peu notre invité le plus régulier je crois sur le podcast, ou presque. Ron, tu es de retour avec nous. Oui, bonjour Arnaud. Est-ce que tu vas bien ? Écoute, ça va, je pense qu'on va pouvoir parler sans langue de bois. Ah bah, c'est pas dans notre habitude. Parce que Arnaud, on sait que il se fait des couilles en or à force de nous interviewer. Ah bah, parce que ce podcast des chèques, on en signe. Hein. Ah, ce podcast a été rémunéré au moins à hauteur de 10 000 € et je t'en remercie. Je vais même pas payer le McDo ce midi, c'est pour dire. C'est ça. Ouais, pour un petit peu de contexte, on enregistre, on est au rendez-vous de la BD d'Amiens. On a eu le plaisir de se faire une petite conférence le samedi et merci à toutes celles et ceux qui étaient venus nous écouter. Et là, on se prend un peu de temps le dimanche plus au calme pour enregistrer ce podcast donc autour du 4e numéro de Low Reader. Oui, pour vous faire le décor, on est entouré de bagages. De valises, ouais. Parce qu'on est dans la salle dépose-bagages de l'hôtel. C'est ça. Donc, encore une fois, un budget... incroyable. Incroyable de production. Et heureusement, effectivement, que vive le Zoom et les Shure SM58, c'est quand même bien pratique. Il y a quand même une machine à café, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait du café. Non, pas vraiment. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait installer des caméras et faire un unboxing des valises au hasard. ça ferait un contenu absolument fantastique. Bon. Tu ferais peut-être même plus de vues. Ah, je ferais certainement plus de vues qu'une interview de Todd McFarlane ou de Brian Michael Bendis ou même avec toi. J'ai envie de dire, on arrête les plaisanteries quand même. Ouais, allez, on y va. Les gens veulent nous écouter sérieusement, mais justement, juste ma première question, parce que ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. Ça m'a manqué un petit peu quand même, il faut bien que je te le dise. Et la dernière fois qu'on se parlait, c'était un petit peu justement pour faire le bilan et les perspectives de 2024 avec toi. Comment ça va depuis ? Comment ça se passe au label pour 2024 ? Bah écoute, ça va très bien. Maintenant, Frontier est en orbite, hein, comme qui dirait. On a arrêté les blagues de merde. Ça, s'il te plaît, tu pouvais juste faire un effort en fait. Ouais. Bah écoute, non, ça va très bien. Moi, de mon côté, je suis en train de faire un petit segment pour le Low Reader. Les projets sont en cours. Shin Zero est en cours d'écriture, enfin, il est même bien avancé, quoi. Jaune, pareil. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation actuellement. Donc pour rappel, Shin Zero, le prochain Guillaume Saint-Gelin avec Mathieu Bablet, sorte de Power Rangers ubérisé, dont on a déjà parlé à l'écrit aussi sur Comics Blog. Jaune, un slasher par Run et Rours qu'on va présenter un peu plus en détail, je pense, à l'écrit quelques temps après l'enregistrement de ce podcast, mais qui a déjà été annoncé techniquement déjà. Il y a Gunther et Moreau, je sais pas si on en avait déjà parlé. Gunther et Moreau, je pense que le nom a déjà été, on en a déjà parlé un petit peu. Bon voilà, on s'arrête là, mais il y a plein, on a signé des nouveaux projets dont on parlera prochainement. Donc non, tout suit son cours, on va dire. C'était une belle année, enfin 2024, c'est une belle année pour vous aussi, parce que vous fêtez l'anniversaire, les 15 ans d'existence du label, et tu nous avais mentionné dans le podcast de fin d'année le fait d'installer un corner du label 119, donc vous étiez à Angoulême et au Paris Fan Festival, c'était vraiment agréable d'avoir votre enclave toute bien décorée. Ouais, c'est bien, et puis bon, c'est une autre dynamique, hein. C'est nous qui, tu vois, c'est nous qui amenons le stand, c'est nous qui payons le stand, tu vois. Mais oui, c'est cool parce que, comme tu dis, on peut s'approprier l'endroit, l'événement. Et non, c'est chouette. En plus, les gens sont contents de voir ça. La fois dernière, au Paris Fan Festival, on a présenté les figurines, enfin, en tout cas, le prototype de la figurine d'Angelino. Et donc non, franchement, c'est cool. Le Kickstarter est prévu pour septembre, donc tu peux revenir un peu d'ailleurs même sur ce projet. Je pense qu'on refera un podcast avec Turbo Kid quand il y aura le lancement de la campagne pour accompagner, tu vois. Mais ouais, dans les grandes lignes. Bah écoute, Turbo Kid, c'est composé de Papa Blender, qui est je sais pas comment on appelle ça, influenceur toys, on va dire ça comme ça. Oui. Tu vois, Matt, qui lui est directeur chez Abyss Style Studio.
Donc Abyssal Studio qui font plein de produits dérivés de licences et tout ça. C'est ça, de licences, de grosses licences, de Goldorak, de plein de choses, de Naruto, bref. Et Choco, sa femme, qui s'occupe de vraiment tout l'aspect logistique, etc. Et si tu veux, moi j'avais rencontré Papa Blender au Paris Fan Festival précédent. Et on avait discuté un peu de toutes sortes, hein, de Hasbro, de G.I. Joe, tu vois, discussion de geekos en fait. Il était venu te voir sur le stand Pas du tout, non. C'est juste que moi je le suivais sur les réseaux sociaux. On avait déjà échangé sur les réseaux sociaux et quand on s'est croisés, on a dit ah tiens excellent, ça va machin et tout. On a commencé à discuter puis il m'avait parlé de enfin en tout cas moi je lui avais dit je trouve ça dommage qu'en France il y ait pas de made in France en toys, etc. C'est chiant quoi, enfin. Et puis c'est tout, on avait discuté de ça etc. Il m'avait dit qu'il y avait un projet peut-être, mais bon sans trop m'en dire. Et puis entre temps il a monté une boîte justement, donc ils ont monté une boîte à 3 qui s'appelle Turbo Kid et ils ont sorti un projet de frisbee mou qui s'appelle les Goops. On a connu ça dans les années 90. Et ils ont repris la marque, la licence, en fait, si tu veux, pour faire des nouveaux produits. Et donc, ça, c'est aussi l'expérience de Matt qui permet ça, tu vois. Parce que lui, il connaît toutes les usines à Hong Kong, en Chine. Enfin, c'est vraiment le mec, tu vois, le mec, il est calé de chez calé dans ce milieu-là. Et je crois que c'était sur Twitter, j'avais retrouvé une photo du sample d'Angelino qui avait été fait à l'époque d'Ankama et qui avait donné lieu à rien en fait, tout simplement parce que je crois que le sample qui avait été fait par NIB avait été envoyé au Vietnam pour étudier si c'était faisable et il a dû se perdre en cours de route. Enfin bref, je sais plus ce qui s'est passé exactement. Bon, bref, peu importe. Et eux, quand ils ont vu ça, ils ont fait mais attends, tu voudrais faire des toys sur l'univers Mutafka? Je dis bah oui, ça fait des années que je voulais ça c'est une envie que tu as depuis longtemps. Ouais, et Matt, je me souviens qu'à la sortie des Ki Mutafka en 2007 à la Japan Expo, il était venu me demander une dédicace sur les Ki. Donc il m'a rappelé ça, je dis ah oui, mais je me souviens de toi effectivement. Ah ouais qu'est-ce que tu deviens machin et tout. Bon bref. Et moi à l'époque, j'avais pas grillé qui bossait déjà chez Abyss Style. Bon bref, tout ça pour dire que ils ont dit bah écoute, ça te dit qu'on bosse ensemble? J'ai dit bah ouais, vas-y, on attaque. Et puis c'est comme ça qu'est né le projet de faire des figurines Mutafukaz, mais pas des Ki, etc. Mais là vraiment des figurines basées sur l'univers de la bande dessinée avec mon style de dessin adapté hein, évidemment en figurine. Et puis ouais, ça a commencé comme ça. Mais le coût d'une figurine il est autrement plus important que le coût d'une BD. Donc là pour le coup c'est pour ça qu'on passe par un Kickstarter. Parce que rien que des moules, tu vois, il faut plusieurs moules pour faire une figurine. Et un moule, c'est genre $20,000, tu vois. C'est juste des trucs hallucinants. Donc, bon, voilà. C'est un sacré... c'est pas de la résine, hein, c'est du PVC. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très cher. Ok, donc un projet, ça, que vous voulez lancer à l'automne. Ouais, c'est fin septembre. Fin septembre. Et de toute façon, dans la description de ce podcast, je vous mets le lien pour la campagne, la newsletter, la newsletter, ouais, du Kickstarter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et puis, régulièrement, j'ai l'impression toutes les 2 semaines, il y a des petites photos ouais, c'est ça, dire un peu où on en est. Ouais. C'est ça, avec des visuels. Donc c'est plutôt cool de voir. Et c'est vrai qu'il y avait le prototype qui était au Paris Fan Festival et qui était vraiment plutôt chouette à voir. Je pense que il y a pas mal de photos qui ont circulé à ce moment-là, qui doivent être encore trouvables sur les réseaux. Donc je vous invite à y jeter un œil. Puis on s'en reparlera plus en détail et avec Turbo Kid un peu plus tard dans l'année. Et donc le sujet qui nous amène aujourd'hui, outre le gros chèque que tu m'as fait pour l'enregistrement de ce podcast, et sur lequel je te remercie, c'est ce Low Reader 4. Donc le 4e, est-ce que dans sa genèse, est-ce que c'était des histoires qui étaient prévues depuis longtemps? Parce qu'on sait, on a fait pas mal maintenant on a abordé tout Doggy Bags et Low Reader ensemble. On sait qu'il y a des histoires qui sont prévues à un instant T qui parfois voient le jour 3 Low Reader plus loin ou 3 Doggy Bags plus loin. Comment ça s'est agencé un petit peu celui-là? Alors celui-là, c'est pareil que les autres en fait. C'est-à-dire qu'on a une histoire, on en a une autre. Tiens, il y a un lien entre les deux. Il en faudrait une 3e en fait, en gros. À la base, la 3e, ça aurait pu être celle de Baptiste Pagani. Qui arrivera dans le Reader 5. Voilà. Mais lui, comme il avait un univers futuriste, ça collait pas trop avec les 2 autres histoires, tu vois. Donc, il se trouve que Florent avait un mec en atelier qui s'appelle Emmanuel Tan, donc. Et Emmanuel nous avait envoyé un projet par l'intermédiaire de Florent pour le label, quoi. Et
moi, je voyais que c'était pas mal, il y avait un truc qui marchait bien et tout, mais c'était pas forcément dans notre ligne éditoriale, tu vois. Donc, on a dit, bah écoute, c'est intéressant, etc. Mais ouais, pour un projet long, on le sent moyen. Et ensuite, Florent est revenu vers moi en disant, bah écoute, Emmanuel, il serait chaud pour faire un segment dans Low Reader. Est-ce qu'il y aurait de la place? J'ai dit, bah ouais, ça tombe bien parce que justement, il y a de la place. Donc, il m'a mis en contact avec Emmanuel, on a discuté, etc. Et il m'a parlé de son idée de faire une histoire relative au paranormal, un peu truqué, tu vois. Donc, on a discuté par téléphone, etc. On a échangé beaucoup. Et puis, petit à petit, l'histoire s'est structurée comme ça par le dialogue. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah vas-y, ça me paraît avoir toute sa place dans Slow Reader 4, quoi. D'accord. Tu dois le définir un petit peu comment la thématique de Slow Reader. Parce qu'on parle quand même de Cordyceps au départ, on parle de paranormal ensuite, et puis après on finit sur un ensemble de thématiques avec le Covid notamment. Je trouve qu'il n'y a pas de thème. En fait, souvent les gens me parlent de thématiques dans les Slow Reader. Chaque histoire a forcément sa thématique, mais il n'y a pas forcément une thématique qui va, tu vois, surgir. Structurer l'ensemble. Ouais, de manière évidente. Par contre, on se rend compte qu'il y a des titres qui se répondent les uns aux autres. C'est plus la dynamique qui existe entre les 3 titres qui va faire qu'on se dit, OK, on va faire un tome avec ces 3 histoires-là, plutôt qu'une thématique particulière. Si je devais sortir une thématique, je dirais à la limite, tu vois, un truc bidon, hein, les forces de la nature. Tu vois. Comme c'est bidon. Ouais. Oh là là. Tu vois, je dirais ça. Mais même en disant ça, regarde, ça marche pas avec la deuxième histoire. Bah non, tu vois. À moins qu'on considère des fantômes comme une force de la nature, mais bon, c'est pas bon. Bref, mais non, en fait, je trouve que les 3 histoires se répondent plutôt bien. Il y a une bonne dynamique entre les 3. Et puis avec la couverture de Blackie, ça vient. Je trouve que ça vient presque donner une identité encore différente des Slow Reader qu'on avait fait jusqu'à présent. C'est plus une question en fait d'atmosphère ou de feeling d'ensemble de lecture alors qui. Je pense, ouais, c'est ça. C'est un truc un peu indescriptible, je dirais. C'est vraiment un ressenti, tu vois. C'est vrai que par rapport, alors ça reste toujours des histoires d'horreur. Et en fait, je suis en train de m'auto-contredire dans ma tête en me disant mais que quand je repense par exemple à certaines histoires publiées dans les 2 précédents où c'était avec des scènes d'ultra-violence, enfin des trucs qui étaient vraiment très vénères, comme l'histoire de Pivoine, tu vois, que j'avais trouvé vraiment super violente. Là, on est moins dans l'ultra-violence, on va dire, peut-être moins dans les gros débordements, et c'est pour ça que c'est plus une question d'atmosphère que forcément de quelque chose très choc value. Et encore que il y a, tu vois, dans le dernier segment de Moulinet. Oui, il y a quand même des passages super vénères. C'est un peu vénère. Oui. C'est pour ça que je m'auto-contredis en formulant ma question. Oui. Mais oui, c'est. Ouais, on a fait le tour de la question là. Oui, effectivement, c'est un feeling en fait. Un feeling. Bah justement, je sais pas si je prends les histoires dans l'ordre si tu veux, petit peu. Bah parlons un petit peu de Bark à Kessel. Lui, est-ce que tu es allé dans ses DM sur Instagram pour le récupérer? Comment ça s'est passé? Alors je sais pas. Je crois que c'est moi qui l'ai contacté à vérifier. Mais en tout cas, oui, c'est passé sur Instagram. Ouais. Ça pourrait être un titre, tu sais, vraiment, ça s'est passé sur Instagram. Vu sur Instagram, tu sais, en petit sticker. Si vous voulez être recruté au Label 119, ayez Instagram. C'est peut-être en fait le meilleur conseil que tu peux donner aux jeunes auteurs aujourd'hui. À que celle, si tu nous écoutes, je ne sais plus si c'est toi qui as fait le premier pas ou moi. Je suis désolé pour ça, mais en tout cas, j'ai tout de suite vu que oui, ça marchait bien, ça matchait. J'aimais beaucoup ses crayonnés. Je trouvais qu'il se dégageait une force, un truc un peu bizarre. J'aime bien son character design, etc. Donc, ça me rappelle un petit peu à la fois quelque part, ça me rappelle presque, on dirait, un enfant illégitime entre du singe-lin et du petit rapace, mais en même temps, il a sa touche personnelle. Donc, j'ai trouvé que c'était... Moi, de toute façon, c'est toujours ça. Chez les auteurs, je cherche avant tout un auteur qui a une touche, tu vois, singulière, quoi. Donc, ouais, on s'est mis assez vite d'accord sur le... Je crois que c'est lui qui m'a contacté. On s'est mis assez vite d'accord sur le rendu de l'histoire, et puis il m'a parlé de son histoire. Voilà, ça s'est fait. On s'est jamais rencontrés physiquement, d'ailleurs. Je sais même pas à quoi il ressemble. Ça s'est fait beaucoup par téléphone. Je sais qu'entre-temps, j'ai rencontré des problèmes personnels, ce qui fait que j'ai passé la main à Mathieu en cours de route. Mais ouais, c'est... De toute façon, je te l'ai déjà dit, hein, c'est
une façon de travailler assez organique chez nous. Oui, où il n'y a pas forcément quelque chose d'ultra structuré. Non, il n'y a pas de comité de lecture, des trucs comme ça. Des fois, les gens ils disent « Ah, j'aimerais bien être à votre comité de lecture. » Bah, mec, tu serais déçu parce que c'est un fil WhatsApp qui n'en finit plus. C'est tout ce qui se passe, quoi. Et pas des grandes réunions. On a des grandes réunions avec Rue de Sèvres. Ouais. Mais entre nous, au sein du label 619, stricto sensus, non, c'est un fil WhatsApp. Ouais. Et même pour l'élaboration des sommaires, en fait, où ça fait aussi, en fonction même parfois de... Non, ça, c'est une réunion que j'ai avec Tony et Yuck, par contre. Ok, d'accord. Ouais. Mais c'est pas, j'implique pas, tu vois, Guillaume, Florent, Mathieu, tu vois. C'est toi qui décides. Oui, eux, ils ont le PDF. Après, c'est vrai que techniquement, c'est toujours une collection créée et dirigée par. Donc, c'est normal, peut-être. Le Reader, pas 619. Non, le Reader. Non, je parlais bien de le Reader. Mais justement, par rapport à l'histoire, donc, par rapport au Cordyceps, c'est vrai qu'il faudrait que j'aille plutôt peut-être en parler que ça sur ses inspirations, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de Cordyceps qu'on a vu pas mal aussi avec The Last of Us, notamment. Ça revient un petit peu à la mode. C'était aussi quelque chose où tu te dis que toi, c'est un truc que les gens vont reconnaître aussi, donc que ça peut leur parler. Moi, en fait, par le simple, alors c'est très énigmatique l'histoire de d'Akesel, et c'est aussi pour ça, je pense que je l'aime bien d'une certaine manière, c'est qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce qui se passe. Et on n'aura pas tous les tenants et aboutissants en gros, il y a quand même une histoire avec une créature dedans, on va pas trop savoir d'où elle vient, pourquoi elle agit comme ça, tout ça. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui sont mais en même temps, t'as que 30 pages. Donc, Et il met aussi beaucoup en évidence le Cordyceps dans son histoire. Donc forcément, moi, au moment de rédiger les articles, etc., je me suis dit, on va quand même faire un article sur le Cordyceps parce qu'il y a plein de gens qui potentiellement ne connaissent pas. Tu vois. Donc, et moi, ça me passionne le parasitisme animal. C'est un truc. C'est effrayant. C'est terrible. Moi, l'histoire que je raconte plus tard avec l'escargot, c'est abominable. Mais moi, j'ai pire. Tu connais la douve du foie? Mais oui, on en a fait. Elle est présente dans un Doggy Bags. Oui, mais oui, t'avais fait En fait, notre épidémie de zombies dans Doggy Bags 9, ça vient... Oui, c'était de la douve du foie, oui. Ouais, ça vient d'un truc comme ça. Mais je crois qu'on en avait parlé en plus dans les chroniques de Doggy Bags déjà. La douve du foie, c'est d'une complexité phénoménale. Et c'est surtout atroce. Cette histoire de fourmi qui vient zombifier, qui vient s'accrocher à un brin d'herbe pour qu'elle puisse être bouffée par le mouton. C'est la stratégie de déplacement. Cordyceps, c'est un peu le même genre de délire. Sauf que c'est pour essaimer. Bon, bref. Mais chercher un peu la douve du foie et les cordyceps. Mais le parasite de l'escargot, c'est un délire aussi. Qui migre dans l'œil de l'escargot pour faire penser à un ver qui gigote, pour se faire bouffer par un oiseau. Enfin, tu vois, c'est... Et je trouve, là, tu vois, la nature, elle passe... T'imagines le chemin évolutif. C'est ça. À quel moment c'est devenu un avantage de sélection naturelle, tu veux dire, à quel moment ça... Il y a un truc qui s'est passé, il y a une mutation qui s'est passée, le truc a migré, c'est trop bizarre. Et c'est pour ça, bon là on s'éloigne un peu, mais tu vois, pour moi ça tendrait à démontrer que s'il existe un dieu qui a créé tout ça, c'est un peu tordu quand même, parce que il y a plus simple, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et encore, parce que là, c'est du parasite extracellulaire, mais en plus, tu sais, après, on va pas nerdiser sur des cours de biologie, mais en gros, tout ce qui est parasitisme intracellulaire sont avec parfois des cycles qui sont extrêmement complexes, où ça passe de 1 à 2. Enfin, les parasites qui font juste deux organismes différents, tu te dis, mais à quel moment c'est comment ça s'est développé? Ceux qui ne l'ont pas fait n'ont pas survécu. Ouais, mais à quel moment c'est le premier contact, en fait. À quel moment on s'est dit, tiens, si j'allais me mettre dans une douve de mouton, enfin, dans du foie de mouton, et puis, bref, hallucinant. C'est passionnant. Ouais. Donc ça, c'était j'imagine, facile aussi pour toi d'avoir ces textes sur cette thématique, puisque, comme tu le disais... Et puis ça laisse à réfléchir, c'est-à-dire que si t'as pas tout compris de l'histoire, peut-être, tiens, un éclairage supplémentaire, tu vois. Sur la deuxième histoire, donc Beyond the Gate alors tu dis temps? Emmanuel Temps, tu dis quoi, toi? Moi, je disais, du coup, vu que c'est que signé, je sais pas, je disais Thames. Why not, Thames, vas-y. Mais effectivement, c'est Emmanuel Temps, a priori. On est en France, donc Emmanuel Temps. Donc là, on est sur quelque chose qui peut te passionner aussi, puisqu'on parle un peu de ces influenceurs paranormaux. Ouais. Ce genre de choses-là, c'est quelque chose, j'imagine que toi aussi, je sais pas si tu consommes de ce genre de choses, parce que il y a un texte signé par la Science de Minuit. Je trouve ça très chiant. Ah ouais. Le texte signé par la Science de Minuit, c'est pour les disparitions en forêt. Moi, je me suis occupé des entre guillemets, des gentilles escroqueries dans le monde du paranormal, même si tout n'est pas acté, notamment du côté de Jenny, mais en tout cas du côté de Gus DX, lui-même l'a reconnu. Donc, et en plus, moi, quand je fais ça, c'est son jugement, parce que je trouve ça un peu marrant. À l'époque, ça avait fait grand bruit, mais finalement, tu dis, il n'y a pas mort d'homme.
aujourd'hui il fait des trucs, tu vois, il se concentre sur de la fiction et des trucs comme ça, il le fait très bien. Donc voilà, moi encore une fois c'est sans jugement, mais il y a un côté quand même passionnant, et puis ça démontre aussi que si tu veux te lancer dans du paranormal, dans le monde réel, ben oui, si, au bout d'un moment, si les gens ils voient pas, tu vois, une chaise à 2 mètres du sol léviter, ils vont finir par se désabonner, quoi. Donc il y a la pression du public qui veut que ça soit vrai, mais qui veut en même temps du sensationnel. Ben ça peut aller vite si t'es pas bien dans ta vie, ou si t'as des soucis quels qu'ils soient, de te dire bon bah vas-y, de toute façon les gens on dirait qu'ils s'en foutent, je vais les faire rêver, je vais te cheater un peu, puis ça fera l'affaire. Et c'est vrai que quand Emmanuel m'a parlé de son concept de tricherie dans le monde du paranormal, il m'avait justement parlé du cas de Jenny. Je le connaissais pas, ce cas-là, en fait. Moi, je connaissais bien celui de Gus DX, et d'ailleurs, je lui ai parlé de celui-là. Et on a vu que ça matchait, qu'il y avait un truc sympa à raconter, et puis ensuite, on a fait un ping-pong, voilà, pour que son histoire soit, entre guillemets, solide sur 30 pages, ce qui est jamais vraiment évident, tu vois. Et puis voilà, quoi. Il y a ta mention au crédit où il y a marqué script doctoring. C'est pas quelque chose qu'on voit. On sait, enfin, je sais, mais les auditeurs le savent aussi avec les précédentes émissions, que souvent, il y a de la relecture, que tu peux proposer ou réécrire certains dialogues et tout ça. Là, tu as quand même mis script doctoring. Qu'est-ce que ça implique vraiment pour toi c'est-à-dire que tu t'es plus impliqué Non, en vrai, on aurait pu le mettre aussi à d'autres histoires. Je trouve que là, on l'a mise parce qu'il y a une fin alternative aussi, parce que ouais, pour ces raisons-là, mais on aurait, en vérité, je te dis le truc, on aurait aussi bien pu ne pas le mettre, comme on l'a déjà pas mis sur des histoires où j'ai participé de la même façon. Donc, Mais comment tu le définis, cette activité de script doctoring? Ah bah c'est vraiment de l'accompagnement plus. C'est-à-dire participer à l'élaboration de l'intrigue, plus que juste repasser derrière le truc. C'est plus ça pour moi, quoi. Alors, il y a une fin alternative. Et ça, je sais pas. Alors, les gens qui nous écoutent... C'est la première fois qu'on fait ça dans un Low Reader ou dans un Doggy Bags. Non, mais parce que les gens entendent il y a une fin alternative dans Solo Reader 4, mais est-ce que les gens l'ont trouvée? Parce qu'elle est en fait sur le poster de fin. Ouais, sur le poster. Et je suis certain qu'il y a des gens qui savent qu'il y a le poster et que c'est cool et tout ça, mais qui n'y attachent pas forcément d'importance et qui le déplient pas. Donc, dépliez votre poster. Et vraiment, si vous découvrez qu'il y a la fin alternative aujourd'hui avec le podcast, dites-le sur les réseaux juste qu'on sache le pourcentage de gens qui ne déplient pas les posters dans les Low Readers. Mais c'est vrai que t'avais un espace en fait qui te permettait de le proposer sur le poster. En vérité, on voulait le mettre à la suite de l'histoire. Mais il se trouve qu'avec les articles qui étaient déjà en cours de rédaction, etc., on s'est dit il risque de pas y avoir de place. Et tu sais, l'impression c'est binaire, hein. Tu peux pas rajouter 2 pages. Non, c'est un feuillet de 8 minimum. C'est ça. Donc 8 minimum, et encore c'est un peu chiant, vaut mieux que ce soit même 16. Donc juste pour 2 pages, tu vas pas rajouter, tu vois, 6 fallait rajouter 8, c'est ça, hein. Fallait rajouter l'expert en mathématiques. T'as pas fait maths sup, maths spé, ça c'est sûr. Non mais voilà, tu faisais 10 pages supplémentaires pour Moulianet. À un moment donné, je jouais à Professeur Kawashima sur Nintendo DS et j'étais devenu meilleur en calcul mental. C'est pour les gens proches de l'EHPAD, ça. Donc, ouais, en addition, je suis fort tant que ça dépasse pas un chiffre. En soustraction, je suis très mauvais. Tu te fais remettre à l'amende par tes enfants, je suis sûr, du coup. T'arrives pas à les aider. Malheureusement, ma fille tient de moi. Mon fils, il est encore trop petit. Mais pour revenir sur le sujet, ouais, donc c'était pour ça que vous l'avez mis, vous pouviez le mettre sur le poster, mais même c'est une volonté d'Emmanuel, en fait, de mettre la fin alternative, ça lui tenait à cœur. Ouais. Emmanuel tenait vraiment à cette fin. En fait, c'est la fin, c'est la première fin. Voilà. Je veux pas faire je veux pas faire tout par le menu, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait des réunions sur Skype, et comme il était dans l'atelier de Florent, on discutait beaucoup, etc. Et sur la fin, je veux dire, j'avais donné une fin potentielle qui me paraissait satisfaisante, mais sans rentrer dans les détails, si tu veux. Et on pensait s'être compris. Et c'est vrai que quand il a livré sa fin, je me disais, mais on pourrait trouver quelque chose peut-être de plus percutant, etc. Mais lui, c'est la fin qu'il voulait, en fait. Il s'était approprié, etc. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait de peut-être garder garder sa fin, parce que après tout, il avait travaillé dessus et il voulait la faire partager au public. Donc, ok, pourquoi pas. De toute façon,
le reader, c'est une formule qui évolue aussi, hein, tu vois. Donc, Puis là, il y avait l'espace pour trouver en fait une forme de compromis. Ouais, c'est ça. Quelque part. Mais c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive en 15 ans en fait sur les trucs, quoi. Et peut-être que ce sera amené. Et puis encore une fois, peut-être il y a des gens qui diront bah moi je préfère la fin des manuels, d'autres qui diront bah ouais la fin de run elle est peut-être plus percutante, etc. C'est pas elle est mieux, elle est moins bien, c'est plutôt moi comment je le ressens dans oui, c'est plutôt l'histoire c'est deux approches différentes. Ouais. C'est deux approches différentes et moi je trouvais que cette approche-là était plus cohérente avec la ligne édito de Low Reader. Que celle qui est proposée. Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise fin, tu vois. Non. Bah, de toute façon, vu qu'on est en 2024 avec les réseaux sociaux, il faut voter. Forcément, il faut choisir un camp. Ce sera soit le camp fin temps, soit fin run. Ce serait polarisé. C'est la robe bleue et or, ou bleue et noire, ou blanche et dorée, pour les plus anciens. N'hésitez pas. Oh, ça va se pacifier non plus, quand même. Ouais, bah maintenant, des fois, je parle à un truc qui s'est passé à 3 ans, les mecs, ils font ah ouais, dis donc, c'est vintage. Je dis putain, les mecs, non, j'ai vu que toi, vous avez 12 ans ou quoi? Que ta dernière marotte, c'était plutôt, en plus, on parle de chaîne YouTube et tout ça, c'est plus les gens qui croient qu'avant YouTube, il y avait rien, quoi. Ah, ça m'insupporte. Là, si tu me lances là-dessus, on n'a pas fini le podcast. Très bien. Je te lancerai pas là-dessus. ou peut-être pour un hors-série spécial. C'était comment Internet avant YouTube, effectivement? Mais est-ce que tu t'en rappelles? Moi, je me rappelle que. Bah, t'es ouf. Moi, j'étais adulte déjà. Hein. Oui, c'est vrai. Toi, t'étais. Et moi, je faisais des sites internet. Toi, t'étais vieux, toi. Et des sites internet qu'on ne peut plus retrouver aujourd'hui parce que la technologie est obsolète. Bah ouais, parce que le navigateur internet ne le prend plus en compte. Ouais, c'est ça. Donc c'est terrible. Il y a un pan complet d'internet. En fait, c'est quand t'as Java qui a disparu, t'as Flash qui a disparu. En fait, il y a plein de moteurs comme ça qui. Ouais. C'est ça. Mais l'internet d'avant YouTube était autrement plus créatif. Je parle pas en termes de contenu vidéo. Je parle en termes de créativité pure. Il y avait de l'interaction, il y avait plein de. Bon, allez, on parle d'autre chose parce que ça. Franchement, les jeux Flash, c'était trop bien, les sites de jeux Flash. Moi, je savais que je pouvais y passer des heures. Tu sais, quand t'as pas de console, que t'as tes frustrations de pas pouvoir faire de jeux vidéo, mais en fait, les jeux Flash, franchement, il y avait des trucs qui étaient incroyables. Ouais, c'était plus pour passer le temps que vraiment jouer, mais nous, on avait fait des vrais jeux avec scrolling et tout. Hein. Pour Warner, ça s'appelait Mantis Crew. C'est un vrai beat'em all, quoi. Ouais, c'est disponible nulle part, alors. Bah non, c'est fini. Ouais, c'est foutu. Nous, on a les fichiers sources, etc. Mais le truc, tu peux plus le faire tourner sur un navigateur. Donc, c'est. Bon, bref. C'est faudrait développer l'Internet Archive, tu sais. Ouais. Qui référence tous les trucs, mais c'est que des photos, des photographies, en fait, ça te permet pas forcément de retrouver. Bah, moi, puis si je vais dans Wayback Machine, les trucs, ils ont été pris, entre guillemets, en photo. Normalement, on pourrait y accéder, mais comme c'est plus pris en compte par le navigateur, ça dit juste qu'il n'arrive pas à charger le truc. Super. Des pages de loading screen. Voilà. Très bien. Bon, mais sujet moins triste, ou peut-être pas, en fait, peut-être, pour passer sur le gros morceau, parce que ton histoire à Moulinanet sur laquelle il y a Ludovic Chenot, que l'on salue, qu'on avait interviewé pour Frankly, notamment, qu'il avait fait avec Asteda en album complet. Une histoire, en plus, qui est copieuse, puisque elle est c'est presque un album, en fait. C'est un 48 pages. Ouais, c'est une BD franco-belge. C'est complètement un album de BD franco-belge. Pareil, moi, la question que j'aimais te poser de toute façon en général, c'est un peu les prémices du projet. C'est vrai que Ludovic, on l'avait pas vu depuis Frankly, je crois. Si, il avait fait une histoire dans le Reader 1, mais depuis on l'avait pas encore revu, soit sur notre histoire courte. Ludo. Surtout très sur. Ouais. Donc si tu peux me raconter les. Ah oui, tu veux que je te raconte du projet. Bah oui, je t'ai pas invité juste pour que tu feuillettes ta BD comme ça. Attends. Ouais, comment il se trouve que moi, en 2019, donc, alors, j'ai mon beau-frère qui est guadeloupéen. Donc, on était allé avec donc ma belle famille, donc on dit. Ouais. Non, oui. Non, si. La famille de ta femme. La sœur de ma femme. Oui, c'est ta belle famille aussi. Ouais. D'accord. Et avec ma belle famille, on était allé en Guadeloupe passer les vacances en pleine pandémie Covid. Et si tu veux, moi je sais que c'était assez intéressant dans le sens où c'était pile au moment où il y avait une espèce de panique morale en France sur les Antilles, où ils disaient ouais mais ils se protègent pas, ils se vaccinent pas, etc. etc. Et moi genre en plein pendant cette période, je me retrouve là-bas, d'autre côté. Et du coup ça m'a interpellé, tu vois, je me suis dit ouais pourquoi, comment. Déjà, je me suis aperçu que les mecs
ils portaient quand même le masque, hein, ni plus ni moins que tu vois que la en métropole. dans les magasins, etc. Et oui, effectivement, sur la plage, personne porte le masque. Mais la plage, elle est constituée à 50% de métropolitains. Tu vois, donc déjà, tu te dis, bah ouais, d'accord, les Antilles, ils portent pas le masque, mais c'est pas, enfin, tu vois, les Antilles, c'est aussi les touristes, c'est beaucoup. Tu sais, les mecs, ils arrivent là-bas et ils se disent, vas-y, je retire tout. Donc, je me disais, ouais, c'est un peu plus gris que ce qu'on nous sert, tu vois, à la télé. C'est con, hein. Et puis, c'est tout. Et puis, progressivement, en me promenant, du coup, sur Basse-Terre, etc., l'idée de faire une histoire qui se passe en Guadeloupe est arrivée. Et en plus, pendant la période pandémique. Je trouvais ça intéressant, en fait. Donc je sais qu'assez vite, j'ai contacté Ludo. Donc moi, déjà sur place, j'ai pris pas mal de refs, etc. T'avais l'idée que ça te servirait pour une histoire quand il y était? Ah ouais, non, mais j'étais dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, sur les choses qui se passent, j'étais sur place. Ouais. Donc je sais que en termes de maître, les gens peuvent même aller directement à l'endroit. C'est précisément exactement ça. Donc quand t'as la source d'eau, j'imagine que c'est ça. J'écris pendant que j'y suis, en fait. Okay, et puis je vois le chemin, je me dis alors ce chemin-là, pendant que je marche sur le chemin, il y a un chien, tu vois, ils appellent ça un chien jaune qui me rejoint. Un chien jaune, c'est les chiens bâtards. Les chiens errants, ouais. C'est des chiens qui n'ont pas de... Il t'a pas donné un parasite Non, mais il y a plein de chiens là-bas. C'est un truc de... Mais je sais, mais en Martinique aussi. Moi, j'étais allé en Martinique une année avant le Covid. Il y avait ce genre de chien-là, mais ils m'ont refilé une sorte de... C'est juste pour revenir sur le parasitisme. En fait, c'est une sorte de ver qui se déplace juste sous ta peau. Et en fait, c'est sous l'épiderme, quoi. Et en fait, ce que tu vois, c'est que ça fait une trace rouge, genre un trait rouge. Et en fait, comme une petite veine, quoi. Ouais, et en fait, ça fait, et en fait, plus au fil des jours, en fait, ça fait un motif parce que ça suit le déplacement, en fait, à J-1, en fait, de là où est le ver, quoi, puisque les lésions, en fait, apparaissent après. Et du coup, à un moment, je vois que j'ai une forme de spirale qui apparaît sur ma jambe, quoi. Et je fais, c'est quoi cette horreur? Et bon, après, tu prends un comprimé d'un antiparasitaire et ça disparaît, tu vois. Heureusement, c'est rien de grave. Mais ouais, c'est saloperies de chiens que tu trouves dans les Antilles, qui sont porteurs de plein de saletés, quoi. Mais du coup, le fait à un moment donné de marcher dans ce sentier où il peut tout arriver. Bon, il arrive rien parce que t'es en Guadeloupe, mais il pourrait tout arriver dans un imaginaire. C'est ce que je dis à un moment donné. L'autre il dit, attends, t'es pas dans les collines du Sinaloa, tu vois. Ouais, ou la Havane, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis d'un coup, t'es rejoint par un chien qui te suit. Tu dis, tiens, ce chien-là, pourquoi il me suit? Enfin, bon, bref. Et ton scénario se structure tout seul sans que t'aies pas grand-chose à faire, en fait. Tu sais, quand t'es sur les lieux, souvent c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que j'avais écrit Puta Madre, d'ailleurs. Donc non, au niveau de l'écriture, c'est relativement facile. Après, je dis pas que forcément que l'histoire va être bonne, hein, mais les scènes te viennent facilement. Et puis voilà. Et ensuite, quand je suis rentré, j'ai vite eu envie de confronter quelqu'un de la métropole à un local, entre guillemets, faire une espèce de buddy movie. C'est extrêmement classique. Oui, mais c'est toujours bien pour montrer des points de vue différents et pas forcément opposés, parfois complémentaires. Parfois il y a des incompréhensions. Mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément dans le clash, en fait, parce que souvent dans ce genre de, tu sais, quand t'as, voilà, pour être très caricatural, c'est un peu rat des villes, rat des champs aussi, tu vois, et de dire qu'ils s'opposeraient dans, tu sais, t'as souvent ce... Ouais, j'avais pas envie, je trouvais que c'était peut-être peu caricatural. Ouais, tu vois, ils discutent, ils échangent des trucs, alors il y a des, comme tu dis, parfois des incompréhensions, mais ils sont pas frontalement, tu sais, opposés. Non. Tu vois. Et puis pour opposer frontalement deux personnes, c'est... Ouais, encore une fois, j'avais peur que ça soit un peu caricatural du métropolitain. Ça voulait dire il aurait fallu forcer les traits caricaturaux du métropolitain et forcer les traits caricaturaux du local. Ça m'emmerdait un peu. Par contre, j'ai eu des conversations téléphoniques avec Denis Mulatier, donc qui bosse à la BAC de Lyon, justement pour avoir toutes les infos relatives à comment ça fonctionne, au narratif policier, tu vois, comment ça fonctionne, potentiellement les termes. Et puis je lui disais, en cas est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent venir en renfort, tu sais, des mecs qui sont sur Paris, qui peuvent venir en renfort en Guadeloupe, etc. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Dans où ils sont logés? Toutes ces questions-là, tu vois, qui font que le récit, même si tu te dis
Tiens, c'est bizarre, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'ils peuvent être logés dans des camps de vacances. Je sais pas comment on appelle ça, pas des camps de vacances, mais dans des résidences de vacances, tu vois. Secondaire. Des bungalows, tu vois, des trucs ouais. comme ça. Où ils peuvent des fois être accueillis directement chez le collègue ou des trucs comme ça. Donc, c'était intéressant d'avoir aussi cette discussion avec lui. Il me disait aussi en Guadeloupe, des fois les mecs, c'est pas forcément réglementaire, ils vont mettre leur arme dans leur sac banane, tu vois. Alors que normalement, c'est pas ça qu'il faut faire, mais comme il fait chaud, etc. Bon, bref, plein de considérations comme ça que je trouvais intéressantes à évoquer, ou en tout cas, même dans la scénarisation ou les indications que je pouvais donner à Ludo, je me disais, c'est bien d'avoir cette conversation-là. Ludo, à qui t'as passé toutes tes photographies de vacances alors J'ai filé donc j'avais dit à Denis, t'es OK pour que je t'enregistre, etc. Et puis ensuite, je lui avais filé une partie d'enregistrement qui concernait vraiment le projet, de manière à ce que lui aussi il s'immerge dans le jargon policier, dans le comment ça marchait, tu vois. Puis pour lui montrer aussi que moi je me renseignais, je lui livrais pas un scénario comme ça par-dessus la jambe, donc et voilà. Et à la fin, quand même, je me suis dit j'espère que j'ai pas fait tu vois le colon, tu vois, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu tronquée aussi de la Guadeloupe, parce que dans le récit que je livre, elle est pas exempte non plus de caricatures, tu vois, surtout avec le dernier segment et tout. Donc c'est là que j'ai contacté Samora du Moicast pour lui dire, écoute, est-ce qu'il y a un podcast spécialisé sur la culture antillaise je lui ai dit, est-ce que tu peux relire au cas où j'aurais fait de la merde, ou que j'aurais dit des trucs pas terribles ou quoi que ce soit. Tu vois, il a relu. À un moment donné, il m'a dit il y a un dialogue où à un moment donné, le mec il dit c'est plus cher qu'en France, etc. Un truc comme ça. Et puis l'autre il lui dit t'es en France et tout. Et lui il m'a dit en fait, nous on dit pas ça, on dit pas qu'on est en France justement parce que même nous les Guadeloupéens dans notre tête on n'est pas forcément en France, tu vois. Donc je trouvais que ça faisait trop un peu à côté de la plaque et tout. Et c'est pour ça que j'ai fait que le mec le reprend, puis il dit mais t'inquiète, nous aussi on dit ça. Tu vois. Ouais. Donc ça c'est par exemple un retour que j'ai eu de Samora qui m'a dit ça c'est une vision de métropolitain de croire que nous on dit on fait partie de la France quand même, on se sent en fait même, non pas tant que ça, donc ça aussi j'ai trouvé ça intéressant. Et puis ensuite pour tout ce qui était tu vois t'as des dialogues aussi en créole, voilà, des dialogues en créole, moi j'aime beaucoup, j'y tenais aussi. Et donc là, c'est pareil, je vais pas commencer moi à m'improviser, tu vois. Donc j'ai demandé à Samora et aussi à mon beau-frère, tu vois, Raymond, Raymond d'ailleurs que j'avais dessiné dans le Lowrider, dans le Doggy Bags dans la scène finale dans la chapelle. Et cette chapelle j'ai déjà dessinée avec Raymond devant dans juste une illus dans Doggy Bags 2. C'est tout connecté. Tout est connecté. C'est le Doggy Bags Shared Universe. C'est le Castle Rock. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Mais d'accord, donc ça, et t'as pas eu trop de modifications outre mesure? Non, je m'attendais à ce que Samora me dise ouais, non, ça moyen. T'as fait que de la merde, frérot. Alors, soit il a pas osé. Non, il t'a fait un texte aussi en intro. Ouais. Voilà, donc, après, voilà, à partir du moment où il a validé, c'est que je me suis dit, bon, c'est que j'étais pas trop à côté de la plaque. Vas-y, on part comme ça. Il m'a dit, ouais, on dit pas un sac banane, nous, on dit plutôt une sacoche, des trucs comme ça. Mais bon. Voilà. Ouais, sur des trucs de dialecte, quoi. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est parce que on voit dans l'histoire, effectivement, tu citais cette réplique avec mais c'est plus cher qu'en France, mais on est en France. Mais en fait, pas vraiment. Et à d'autres instants, en fait, t'as aussi même ces dialogues, qui font un peu très exposition où en fait t'expliques pas mal de choses sur la Guadeloupe, sur leur rapport justement à l'autorité par rapport aux questions de la vaccination, sur l'affaire du chlordécone, pardon, qui est un vrai problème toujours d'actualité de toute façon, toujours d'actualité, d'utilisation d'un pesticide qui le papa du coup de mon beau-frère il est empoisonné à ça, ouais. Oui, donc oui, c'est d'actualité. Mais je veux dire que dans ces dialogues-là, t'es beaucoup plus explicite en fait, vraiment. Mais comme on me l'a expliqué à moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux me permettre dans le sens où c'est un métropolitain qui comprend pas comment on appelle ça, qui ne comprend pas la défiance
vis-à-vis des décisions prises par le gouvernement français. Et donc, il y a une forme de défiance, effectivement. Mais cette défiance, elle s'explique. Donc, de la manière qu'on me l'a expliqué à moi, bah, j'ai fait que Georges l'explique à Alain, basiquement, tu vois. Donc, oui, c'est très didactique. Oui, c'est pas, là, pour le coup, c'est stabiloté, tu vois. Mais parce qu'aussi, moi, on me l'a expliqué comme ça, tu vois. T'as donné des directions pour dans le final tout ce qui est très violent à la fois dans le charnier puis après dans les grosses scènes de base. Là Ludo il était freestyle, j'étais même étonné qu'il se soit vraiment donné comme ça parce que moi dans mon esprit c'était beaucoup plus je vais pas dire j'étais plus dans un truc à la Hit, tu vois, quand même brutal mais moins viscéral, tu vois, et lui il est parti vraiment dans un truc super viscéral. J'ai dit vas-y, bah écoute, très bien, tu le sens comme ça, on y va comme ça, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, alors moi par contre sur le projet j'ai pas fait de storyboard ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que j'ai donné beaucoup de refs photographiques et ensuite j'ai laissé Ludo gérer sa narration, sa mise en scène. Et parfois quand je trouvais que à la relecture je me disais peut-être ça marche moins bien avec le texte initial que j'avais écrit, ou parfois je me disais là il a surdécoupé un truc que j'avais imaginé différemment, bah du coup j'ai remplacé mon texte de manière à ce que ça paraisse pas surdécoupé, mais que ça, tu vois. Donc après j'ai remodifié un peu des textes et tout pour me réadapter à sa version du scénario. Donc là pour le coup c'est encore une fois, de toute façon moi une BD je dis toujours c'est un travail collectif. Je n'ai jamais compris les scénaristes qui livraient un scénario et qu'ensuite le dessinateur il se contente juste de dessiner puis après le mec il touche plus une ligne, quoi. Non, pour toi, ça se retravaille. Toujours. Et pour moi, c'est le scénariste qui doit s'adapter au dessin. Ouais, parce que de toute façon, la mise en scène. Tu pratiques de toute façon les deux activités, mais c'est vrai que là aussi, toi-même, par rapport à ce regard, enfin, tu te rends compte forcément que la façon dont Ludovic l'approche aurait pas forcément d'ailleurs été la tienne non plus, et que tu arrives parce que tu dis à t'ajuster par rapport en prenant du recul sur comment toi tu l'aurais fait et tu vois la différence. Avec ce que fait Ludovic, quoi. C'est même pas comment je l'aurais fait, c'est qu'à un moment donné, je me dis, tiens, là, peut-être ça pêche un peu dans le dialogue avec cette mise en scène-là. Donc, soit je rajoute un dialogue, soit je ventile le dialogue et je change un peu une bulle parce que l'expression du personnage, à ce moment-là, je trouve qu'elle est peut-être pas forcément cohérente avec ce que moi j'avais imaginé comme attitude. Donc, tu vois, je modifie et je fais en sorte que ça reste cohérent. Mais pour moi, c'est vraiment basique en termes de travail. J'aime bien l'épilogue aussi. Sur le côté, en fait, puisqu'on part quand même dans cette histoire avec un délire très tribal, en fait, quelque chose qu'on pourrait assimiler à quelque chose de très cliché sur le fait que oui, ce genre de sauvagerie, ça n'arriverait que, dans des contrées exotiques, et tu finis par une célèbre histoire aussi de faits divers de la même époque avec ces fameux chevaux mutilés où c'était tourné en même, où c'était Nagui. J'avais jamais compris cette histoire. J'ai jamais compris non plus le truc de pourquoi c'était Nagui le tueur de chevaux. mais il y avait quand même le multiverse. Ce truc trop bizarre donc de chevaux mutilés où tu fais un attaque. Mais enfin je trouve bien le côté un petit peu sarcastique de dire en fait si en France aussi en vrai on a des dingueries qui se passent. C'est ça, ouais, c'était aussi un petit peu pour contrebalancer. Je voulais pas non plus que ça fasse genre oui, mais en fait, nous, on est différents, tu vois. Ouais. Non, pas forcément. Même si cette histoire de mutilation de chevaux, je l'explicite par ailleurs, entre-temps, on a su que oui, il y a peut-être eu des vraies mutilations de chevaux, mais ça a débuté sur un fake, ouais. Sur même une arnaque, une arnaque à l'assurance, etc. Donc, une nana qui nourrissait mal ses chevaux et que le chien, tu vois, il avait bouffé déjà le chat, tellement les animaux étaient affamés. Et que le cheval était probablement mort de dénutrition, il avait été bouffé par le chien, tu vois. Après, je vais pas rentrer dans les trucs de décomposition des corps et tout, mais c'est vrai que quand les chairs gonflent après une morsure animale, par exemple, et ben forcément, la plaie qui, de base, si tu la découvres, tu vois, dans l'heure qui suit, on voit bien que c'est une morsure, mais après, avec le gonflement des tissus, eh ben, les tissus se tendent et tu as l'impression que c'est quelque chose qui a été taillé net, tu vois, avec un outil chirurgical, par exemple. Alors que, non, c'est juste une morsure animale, etc. Bon, bref. Et de là a découlé une espèce de panique. Donc, elle a parlé de ça sur les réseaux sociaux, en disant qu'en plus, sa ferme était survolée par des drones, etc. Et puis, en plus. Et là, on est en plein dans tes thématiques de prédilection aussi. À fond. Après, c'est la rumeur qui débute. Donc, de la rumeur découle des copycats, des gens qui s'inspirent pour vraiment faire des saloperies.
et à la fois des gens qui eux-mêmes sont alertés par un problème qui n'en est pas un, parce qu'on sait qu'elle a triché, maintenant on le sait, et que parce que tout simplement sinon on se faisait confisquer tous ces animaux, tu vois. Donc on sait qu'elle a menti en disant qu'il y avait des gens qui avaient fait ça de manière intentionnelle, et ce qui fait que d'autres personnes, quand ils ont découvert, parce que tous les jours tu découvres un animal mort quand tu as une ferme, tu vois ce que je veux dire, partout en France, je veux dire, il y a au moins un mec qui se réveille un matin et qui voit son cheval qui est mort ou autre. Et forcément, le mec, s'il a été alerté par une histoire de mutilation, etc. Enfin, tu vois, il peut y avoir une interprétation différente qui fait que d'un coup, c'est moi aussi, mon cheval, il a eu une mutilation. Ça fait un petit peu alors, c'est pas de l'hallucination, mais ça fait un peu hallucination collective, en fait. Comme les gens, où tu te mets en tête quelque chose. Comme les gens qui tombaient dans la Deule, à partir du moment où la Deule, c'est le fleuve à Lille. Okay. À partir du moment où on a remarqué qu'un étudiant était tombé dans la Deule, puis un deuxième, on a commencé à parler d'un serial pousseur. Et d'un coup, le serial pousseur, il poussait tous les étudiants de toute la France entière. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Non, pas. Il y avait enfin bon, bref. Serial pousseur. Alors, encore une fois. C'est juste que les étudiants adorent se jeter dans des cours d'eau, surtout quand ils sont bourrés, quoi, mais. D'accord, tu t'en souviens plus de ce délire? Non, ça n'est rien du tout. Donc, le serial pousseur, il faisait des milliers de kilomètres pour aller pousser un mec à Montpellier. Après, 3 heures plus tard, il poussait un mec, tu vois. Enfin bon, bref, mais encore une fois. C'est un vrai délire, quoi. Bah oui, mais des étudiants, malheureusement, qui sont bourrés et qui pissent dans le canal et qui tombent, ça arrive malheureusement plus en fin d'année, oui, parce qu'il y a beaucoup de fêtes, etc. Et après, je n'exclus pas qu'il y ait vraiment des gens qui auraient éventuellement profité de ça pour, je sais pas, pousser quelqu'un, des crimes homophobes ou j'en sais rien, je sais pas. Mais il y a eu une vraie panique morale avec ce serial pousseur, tout comme il y a une panique morale avec les mutilations de chevaux. Jusqu'à aller accuser Nagui, hein. C'était limite s'ils accusaient pas Walt Disney, tu vois. Donc, et je trouve ça intéressant. Donc, bon, bref, peu importe, on s'éloigne du sujet. Non, ça reste dans le sujet parce que justement, en plus, vrai, pas tant que ça, puisque comme dit, ça rebondit sur des thématiques qu'on retrouve pas mal dans ta bibliographie. Et moi, j'ai un pote qui est très axé ésotérique et il me disait, non, mais pourquoi c'est pas pour rien le cheval. Le cheval, c'est, en termes, tu vois, ésotériques, c'est une forte connotation. Donc, dans certains rites sataniques, effectivement, le cheval a une place importante. Donc, c'est pas déconnant de penser qu'il y a des gens qui auraient pu, effectivement, mutiler des chevaux, arracher l'oreille ou le pénis ou je sais pas quoi, pour faire des espèces de sacrifices pendant le Covid, justement. Pour les mêmes raisons. Enfin, non, je vais pas spoiler tout, mais voilà, t'as compris. Justement, par rapport pour revenir juste sur cette histoire globale qui est quand même plus grande, parce que elle est plus longue, pardon. Est-ce que c'était toujours une respiration pour vous, ou est-ce que ça représente quand même une charge de travail supplémentaire, mais pour Ludo surtout. Hein. Oui, c'est vrai que par rapport à toi, c'était. Après, toi, faut aussi que t'écrives quand même le truc. Ouais, moi, je pars en vacances. Les idées, elles viennent à moi. J'ai presque rien à faire. À un moment donné, il faut juste que je les écrive. Ouais, non, pour moi, c'est. En plus, c'est génial parce que dans cette idée-là, j'ai pu mettre toutes mes passions. Tu vois, que ce soit les fourmis manioc, que ce soit les floupes cacahuètes. Ça existe le floupe cacahuète? Ouais, c'est délicieux. Ok. Alors, moi, au début, je prenais souvent des floupes, tu sais, fruités, etc. Après, mon beauf, il m'avait mis sur les floupes lait. Et puis, je sais pas qui sur Internet m'a dit, ouais, mais tu peux pas tester les floupes cacahuètes. Et j'ai dit, mais ça doit être dégueulasse et tout. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, j'avais acheté plein de floupes, il y en avait plein de congélateurs. Et dedans, j'avais pris les cacahuètes. Et c'est vrai que quand j'ai goûté cacahuètes, tout le monde s'en branle, hein, mais bon, je dis quand même, j'ai trouvé ça délicieux, quoi. J'ai fait, putain, mais effectivement, les floupes cacahuètes, c'est vraiment bon, quoi. Ça se trouve en France? Ça peut se trouver dans certains magasins, genre épicerie. Spécialisés un peu, alors. Spécialisés, même asiatiques parfois, ou ça peut se trouver, mais je sais pas comment ça a voyagé, donc je sais pas. J'ai grave envie de tester quand même pour. Et j'aime bien ce petit nounours qui est qui est représenté. Ouais, la petite mascotte. Ouais. Elle est bien rétro, bien fonce d'axe. C'est bien prendre du crack avec moi. Mais ça a rien à voir avec Mr Freeze, parce qu'à un moment donné, on a dit, ouais, mais chez nous, on a Mr Freeze. Mec, goûte un floupe d'abord, ok. Déjà, c'est pas la même taille. Et remballe tes Mr Freeze, parce que. S'il te plaît, ouais, c'est ça, reste concentré. Une fois, c'est l'anecdote, on s'en fout. J'ai fait la veillée hier, j'ai raconté une anecdote qui m'a mis la honte et je m'en fous. Donc, je vais raconter une anecdote
inintéressante, tu la couperas si tu veux. Mais non, je la coupe pas, on est là pour discuter. Une fois en plein été, j'avais acheté un Mr Freeze justement à l'épicier du coin. Je le mange, puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, je regarde je sais pas si je regarde la composition et tout, puis je regarde le truc, il était périmé depuis 5 ans. Voilà, c'était mon anecdote. L'enfer, et t'es pas tombé malade? Non. Comme quoi, peut-être que ça se compte. En même temps, c'est que de la flotte et du sucre, quoi, ces trucs-là. Donc, je crois pas que les antioxydants et les colorants se périment forcément. Un petit mot juste sur l'ouverture, parce qu'on n'en parle jamais, que je voudrais quand même lui souligner son travail. C'est Tanguy qui livre à chaque fois une nouvelle quand même dans les low readers. Et là, c'est marrant parce que tu parlais de fermiers qui retrouvaient des animaux morts. Quelque part, on est un peu sur cette thématique aussi, avec ce texte-là. Mais pour les nouvelles de Tanguy, tu lui laisses carte blanche à chaque fois, ou tu lui dis quand même, il y a peut-être une thématique que je voudrais avoir. Ça dépend. Tanguy, il m'a écrit une nouvelle il y a très longtemps. Et à chaque fois, je lui dis toujours, ça va pas coller pour ce numéro, donc est-ce que tu peux en écrire une autre? Et puis là, c'était pareil. J'ai dit, en fait, ça va pas coller pour ce numéro. Par contre, je te dis le truc, hein, à un moment donné, j'ai été contacté par la production de McFly et Carlito, et ils devaient faire Tu voulais faire un challenge d'anecdotes avec eux? Non, ils devaient faire une émission horreur, je sais pas quoi. Ils m'ont dit, ouais, toi, tu dois avoir plein d'histoires d'horreur en magasin, etc. Peut-être t'as une anecdote une histoire à nous confier pour qu'on la raconte, machin et tout. J'ai dit, ouais, mais le problème, c'est que nous, les histoires des gens, on les fait en BD. Et puis, si tu veux une histoire inédite, si nous, on a une histoire inédite, a priori, c'est pour qu'elle se transforme en BD. Donc, j'ai dit, non, j'en ai pas forcément, mais je me souviens que quand j'étais en colonie de vacances, on m'avait raconté une histoire que j'avais trouvée à l'époque un peu saisissante. Je pense que c'est une légende urbaine. Néanmoins, je ne l'ai jamais entendue nulle part. Donc, si vous voulez, je vous l'écris, etc. Donc, je leur avais écrit pour qu'il l'utilise. Et puis en fait, il n'avait pas utilisé parce qu'elle n'était pas assez sensationnelle. Elle était mignonne, mais elle n'était pas non plus extraordinaire, tu vois. Il voulait un truc plus rough. Et je m'étais dit, tiens, maintenant que je me suis remis dans le bain, j'aimerais bien qu'on la développe, quoi. Et donc, j'avais envoyé la trame que je leur avais envoyée, je l'ai envoyée à Tanguy en disant, tiens, regarde si tu peux pas, si ça t'inspire pour la transformer. Soit tu as une idée à me proposer, ou si t'as pas d'idée, écoute, regarde, il y a cette base, essaye de voir comment tu peux la transformer, quoi. Donc, il a repris la base et puis il a retransformé, et puis c'est comme ça qu'on est arrivé à ça, quoi. Ok, c'est cool de voir. En tout cas, je sais pas, moi j'aime bien à chaque fois lire ces textes, souvent avec parce que c'est l'exercice qui est très très difficile en fait, parce que t'as 3 pages en fait, donc je sais pas en termes de signes combien ça représente, mais il faut trouver ta situation initiale, ton enchaînement et puis ta chute, et sur une nouvelle, je pense que c'est le plus important, c'est de réussir sa chute. Ouais, mais Tanguy, il sait faire ça, hein. Ça fait quelques années qu'il le fait. Et c'est pour ça aussi que je vais le voir quand j'ai cette idée. Bon, la chute existait déjà dans la rumeur, dans la légende urbaine, hein, entre guillemets. C'était déjà cette chute-là. C'est un peu c'est le même déroulé. Lui, il va juste inventer des personnages. Ouais, romancer un peu le truc. C'est ça. Donc, je dis, il va juste, mais c'est primordial, hein, parce que si t'as pas ça, t'as juste un texte de merde, quoi. Donc, tu vois, avec certes une chute, limite, tu mets Abrèche Frère, il va te faire ta nouvelle en 3 phrases, tu vois. Ah, putain. J'ai failli faire la blague. L'enfer. J'ai failli faire. Hier, quand j'ai fait la veillée, je me suis dit, ça serait tellement génial qu'à la fin de mon anecdote, on invite Abrèche Frère et qui résume mon anecdote en machin, et qui disent temps économisé 25 minutes. Il y avait un mec chelou, il l'a embarqué dans une benne, ils sont barrés, temps écoulé, temps économisé 15 minutes. Voilà. Ils voulaient aller à Tijuana, ils sont pas allés à Tijuana. C'est ça. Ouais. Clairement. Très bien. Écoute, on a fait le tour de ce low reader qui, je rappelle, de toute façon, est disponible en librairie, et il me semble quand même, pour le teasing, qu'il y en a un 5e. On l'a mentionné de toute façon avant. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous dire qui sera au sommaire de ce 5e low reader? Ouais, alors celui-là, il va être là pour le coup. Il n'y a pas de thématique non plus, mais tu vas sentir l'atmosphère qui est encore radicalement différente de ce tome 4. Il y a un peu des robots quand même, je crois, en liant en tout cas sur 2 histoires, il me semble. Alors en fait, quand tu prends chaque histoire les unes après les autres, c'est-à-dire un apocalypse, un Popeye dans les années 40 et une histoire de robots un peu, je vais dire, bon, j'en dis pas plus.
Tu dis bah ouais, mais c'est quoi le lien entre tout ça? Bon, le lien, c'est peut-être un peu la bagarre. Donc je me demande même si on va pas mettre une espèce de tampon la bagarre point d'exclamation, tu vois. Ouais, carrément. Sur le 5. Ça peut être marrant, ouais. Carrément. Et donc pour l'équipe créative, oui, histoire. pardon. Je sais pas qui sera dans quel ordre. Donc là, je te dis. On dit pas le sommaire. Voilà. Donc Baptiste Pagani qui va faire un segment. Sylvain Repos qui fait le deuxième, enfin qui fait un autre segment, et moi qui fais un autre segment. Là, tu te remets run, auteur, dessinateur. Ouais, dessinateur, scénariste, ouais. T'avais envie, tu t'octroies du travail en plus. Ouais, en fait, t'es quand même déjà bien occupé. Ouais, Ouais, en fait, si tu veux, sur le Moutafoukaz MF42 tome 3, j'ai envie de me donner un peu plus le temps pour plein de raisons. Et là, j'avais envie de partir sur quelque chose un peu plus crayonné, un peu plus rough, mais en même temps avec un rendu particulier. Je suis assez content de mon rendu et je trouve qu'il est différent de tout ce que je fais habituellement, même si tu retrouves mon trait, ma patte et tout. Mais là, je veux dire, le scénario, c'est quasi un prétexte pour faire des scènes sympas visuellement, quoi. Donc voilà. Et je pense même que, je vais te dire la vérité, je pense que les 3 histoires, c'est un peu ça. C'est du prétexte pour faire de la bagarre. Ouais. Pour s'éclater visuellement. Notamment sur de la bagarre. Ouais, bah, de toute façon, avec toi, avec Sylvain Repos, donc, que vous connaissez très bien, hein, c'est Yojimbot, c'est son premier titre, sa première histoire au label 119. Vous l'avez déjà écouté plein de fois dans ce podcast. Baptiste aussi est venu dans le podcast, hein, pour les Lames d'Ashura. Ouais. C'est aussi The Golden Pass, donc un auteur ici, qu'on a déjà retrouvé à plusieurs reprises chez vous, effectivement, avec ce qui est bien, avec en plus des dessins qui sont très marqués, à chaque fois. Et donc, on verra sur la thématique commune de la baston, comment vous vous débrouillez pour la mettre en scène. Et j'ai vu que Yojimbot était édité chez Dark Horse aux États-Unis. Tout à fait, ouais. Ils ont pris, donc, GG, Sylvain, beau gosse, bravo. C'est vrai, on le félicite pour cela. Et ma foi, Ron, je te remercie une fois de plus de prendre le temps de venir discuter avec nous dans ce podcast. Donc, je le dis, le Reader 4, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Et quand je dis crèmerie, je veux dire librairie. N'allez pas dans une vraie crèmerie pour demander à le Reader, ça risque de ne pas marcher. Ça ferait des ordres. Imagine, on voudrait une mode de beurre et puis un Reader surprise. Ça n'a aucun sens. Et si vous appréciez... Doggy Bags, ils auraient pu te sortir quelque chose. Ça aurait pu te sortir un doggy bag avec du beurre dedans. L'enfer. C'est les restes de... ça va être compliqué. Ouais, ça, c'est les restes de hier. Ah, mais au secours. Et si vous appréciez ces émissions, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous, en signifier l'existence à vos librairies. Puis on vous rappelle qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez soutenir ce podcast, puisque l'échec en bois de Ron reste en bois, donc c'est toujours pas comme ça que ma piscine de mais de toute façon, je vais te dire un truc, même si je te faisais des vrais chèques avec des zéros et tout, ça serait refusé par la banque, hein, donc pas de panique. Mais c'est pour ça, c'est que ma piscine en marbre, à un moment, j'en ai marre. Bah, tu fais comme tout le monde, tu fais comme les auteurs de BD, t'as pas de piscine, qu'est-ce que tu nous emmerdes? J'ai mis une dalle pour l'instant. Je veux toutes les autres. Bref, vous avez compris, on a aussi un Tipeee pour nous. Mais tu sais qu'à Ikea, il y a des piscines à balles et tu peux, on est peut-être un peu trop vieux. Excuse me. On va terminer là-dessus sur la piscine à balles. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se retrouvera de toute façon, Ron, prochainement pour les prochains podcasts. Merci à toutes. Salut. Salut.